Bonjour à tous. On va parler d'une démarche historiquement très tournée vers l'excellence opérationnelle et notamment avec une démarche Lean Management, mais pour autant, plus récemment, qui s'est employé à déployer de nouvelles approches et on va parler de DDMRP. Donc je crois que leur intervention est plutôt rodée, donc je vais leur laisser la scène pour 45 minutes d'intervention, idéalement avec quelques instants quand même sur la fin de la présentation pour répondre à vos éventuelles questions. N'hésitez pas à les anticiper. Eh bien Laurent, Eric, Yannick, je vous laisse la scène. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va vous parler de Legrand. Legrand, vous connaissez tous Legrand? Qui connaît Legrand? Ouais, j'ai vu qu'il y a une main dans le coin là-bas qui n'a pas été levée. Donc, Yannick, est-ce que tu peux nous expliquer Legrand, s'il te plaît? Bonjour à tous. Alors Legrand, on est fournisseur de matériel électrique et numérique pour le bâtiment. Et côté supply chain, on va tout de suite parler supply chain, on gère plus de 300 000 références à travers le monde avec 140 familles de produits, dont de plus en plus de produits connectés. Alors, c'est une grande entreprise. Hein. C'est quoi l'organisation en termes d'activité? Alors, on est découpé en 4 SBU, Business Unit. Donc, la première, c'est interface utilisateur, pour laquelle je fais partie. Donc, pour faire simple, ce sont les prises et les interrupteurs. La deuxième, infrastructure électrique. Donc, Eric, mon collègue, fait partie. Et en gros, pour faire simple, ce sont les disjoncteurs, tout ce qui est protection de puissance. Et enfin, on trouvera infrastructure numérique, tout ce qui est équipement pour les data centers et systèmes du bâtiment en dernier. Merci Yannick. Quelle est l'implantation globale de Legrand? Eric, tu peux nous en parler? Bien sûr. Alors on est présent internationalement, aussi bien commercialement qu'industriellement, parce que nous opérons une centaine de sites et également 100 centres de distribution au niveau mondial, avec une répartition assez équilibrée sur les régions que vous voyez à l'écran. On a également une implantation solide en France, avec une vingtaine de sites de production un peu partout dans les régions. Et je pense que l'ancrage régional, c'est une vraie volonté de chez Legrand, avec un siège social sur Limoges. Ça fait de Legrand l'un des 2 groupes du CAC 40 avec un siège social en région et en province. Formidable. Donc maintenant, on connaît un peu mieux Legrand. Voyons maintenant comment Legrand a démarré cette démarche DDMRP. Alors, curieusement, chez Air Liquide. Avant d'arriver chez Legrand, j'étais chez Air Liquide et on avait fait un projet DDMRP qui avait énormément délivré et qui avait assez bluffé la direction. Et quand je suis arrivé chez Legrand, en voyant leur maturité au niveau Lean Manufacturing dans les usines, où beaucoup de flux tirés étaient déjà mis en place, en fait, on a vu avec DDMRP une petite brique supplémentaire pour progresser. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué au Lego pour voir un peu ce que c'était DDMRP. Attends, joué au Lego, tu veux dire que tu as joué au Lego pendant tes heures de travail, c'est ça? Pendant une journée de travail. D'accord. Formidable. Et Eric, pour toi, c'était comment le démarrage justement de cette... Nous, on avait entendu parler de la journée et du coup, on s'est dit que sur le site d'Antibes où je travaille, on voulait aussi jouer au Lego. Et puis plus sérieusement, on a eu un échange entre SBU, entre directeurs également. Et on s'est dit que DDMRP pouvait nous faire progresser, pouvait faire une vraie innovation en supply chain. Et c'est pour ça qu'on a travaillé assez fort pour rattraper un petit peu la SBU de Limoges. Et pour commencer le projet en même temps qu'eux et avoir 2 pilotes sur DDMRP et sur Bitwise. Donc là, on a les racines de cette démarche DDMRP. Comment ça a commencé? Vous me parlez de cette démarche Lego. Alors, cette journée, c'est un jeu. On a fait un jeu qu'on appelle le DD Bricks, qui est fait par Bitwise. Et en fait, pendant toute la journée, on regarde, on découvre un peu ce que sont de manière macro les concepts des DMRP. Et surtout, on les applique en jouant au Lego. Et ce qui a fait qu'on a planté la graine des DMRP, c'est que dans cette journée, on avait des personnes aussi bien de la direction, des responsables de planif, et jusqu'aux gestionnaires de prod et appro.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la journée, on était tous en phase pour démarrer un pilote. Il faut que tu nous expliques comment tu as réussi à faire venir un directeur de business unit. C'est quand même assez haut classé, quoi. Comment tu as réussi? Explique-nous. En négociant avec toi. Non, mais ça, on a dit qu'on ne le disait pas, Yannick. Non, tout simplement, en fait, je lui ai dit j'ai besoin d'une journée de ton temps. Donc, si la journée n'est pas bien, ça sera gratuit pour nous. Et si la journée nous plaît, on engagera un pilote. Par contre, on paiera ce qu'il faut pour le DD-BRICS. Fallait pas le dire, ça. Mais bon, au final, ça a marché, en fait. Hein. Et ça a super bien marché. Bon, donc... Ok, donc ça c'est le début, mais depuis tout à l'heure on parle de DDMRP. Alors, qui connaît DDMRP avant l'annonce de cette conférence? Levez la main. D'accord. Qui a fait une formation DDMRP? Ouais, ok, il y a des mains levées, c'est top. Mais Yannick, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette méthode? Alors, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler des DDMRP, pour faire simple, des DDMRP, c'est placer des buffers stock dimensionnés d'une façon très simple au bon endroit de notre supply chain. Et ensuite, plutôt que de générer des OF ou des ordres d'achat via des prévisions telles qu'on le fait tous avec un système MRP classique, on le fait via la consommation réelle et donc des commandes fermes de clients. Tu veux dire que les prévisions, on ne les utilise plus? Alors, on ne les utilise plus pour déclencher nos OF. Par contre, on les utilise d'une autre manière. Elles vont nous servir à... Ça va être un des paramètres pour dimensionner nos buffers. D'accord, donc on utilise les prévisions, parce que ça, c'est le genre de choses qui traînent depuis longtemps. On dira, DDMRP, on n'a plus besoin des prévisions. Si, on en a besoin pour dimensionner les buffers. Et ça, c'est très, très important, en effet. Bon, maintenant, on sait DDMRP. On a eu le petit enclenchement avec le DD-BRICS. Qu'est-ce qui s'est passé juste après ces phases de DD-BRICS, justement? On a commencé un pilote et on a appuyé sur le bouton pour y aller, quoi. C'est une belle prise, hein. Ils ont mis la lumière, en fait. Hein. Alors, vous avez choisi quel partenaire pour rentrer dans cette aventure? Alors, B2Wise pour la partie formation et logiciel et Sitwell pour la partie accompagnement au changement et conseil. Très bien, donc ça démarre. Maintenant... comment le projet s'est déroulé? Est-ce que tu peux nous donner les grandes étapes de ce projet? Alors on est allé assez rapidement parce qu'on a pris la décision de faire un pilote en juin 2020. Donc forcément après il y a eu l'été, on a quand même assemblé l'équipe projet. Et le vrai big bang du projet, le point de départ, c'était la formation Demand Driven Planner qui a été dispensée par B2Wise et qui a permis de former toutes nos équipes projet à la méthodologie Demand Driven, aux outils et aux concepts qui nous ont permis de progresser. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Et ensuite, on a eu 4 mois où on a fait toute la préparation des ateliers préparatoires avec Sitwell, qui nous a fait toute l'animation des ateliers. Également, toute la formation, le paramétrage, les interfaces, l'extraction de données pour alimenter l'outil B2Wise et le logiciel, forcément. Et l'idée, c'était d'aller le plus vite possible pour pouvoir avoir un pilote suffisamment long. On est parti sur 6 mois pour nous permettre d'avoir vraiment des retours d'expérience et une durée significative. Donc on a vraiment accéléré sur la période préparatoire et on a donc fait un go live. Alors le go live, c'est je commence à planifier mes OF selon les recommandations de B2Wise. Et on a pu faire ça pendant 6 mois et on a eu une fin de pilote en juin 2021. Ok, alors il y a une partie de vocabulaire là qu'il faut peut-être préciser. Le DDOM, ça veut dire quoi? C'est le Operating Model et c'est vraiment pour adapter notre modèle au concept de Demand Driven et de DDMRP. Ok. Tous nos processus. Ok, c'est très clair. Donc 4 mois de préparation pour aligner tout le monde, pour mettre en place les systèmes, et puis 6 mois de pilote. C'est ça. Bon, donc il y avait des objectifs dans ce projet. Quels étaient ces objectifs au départ? Alors les objectifs, c'était des objectifs, je pense, assez communs à tous les supply chain managers. Augmenter le service et optimiser ou réduire le stock. Je pense que ça parlera à tout le monde. Après, on avait un troisième objectif qui était un peu plus propre à Legrand, qui était de standardiser nos processus de planification,
d'utiliser une méthode commune, des outils partagés et un langage commun à tous les sites et à tous les gestionnaires de planification du groupe Legrand. Donc ça, c'était un vrai plus et une vraie motivation pour le projet Domain Driven. Mais vous n'avez pas déjà des processus, des ERP, quoi, un ERP dans l'entreprise? Alors si, on a un ERP, mais par site. Donc, tu nous as dit 100 sites tout à l'heure. Voilà, donc forcément il y avait un besoin d'uniformisation et de regroupement. Et DDMRP nous a offert cette opportunité d'utiliser une méthode commune et un outil avec Bitwise commun. Ok, donc on a le timing du projet, on a les objectifs. Maintenant, comment vous avez mis ça en place? Dans quelles usines? Quel flux? Yannick, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, il a fallu donc choisir des familles de produits pour notre pilote. Et pour essayer de voir le plus de cas possible par rapport à notre métier, on a choisi 2 familles de produits. La première qui est fabriquée à Antibes, qui sont des disjoncteurs différentiels. Donc avec peu de références, mais une nomenclature très très complexe, parce qu'il y a plus de 150 pièces qui viennent dans la fabrication de ce produit. Et puis d'un autre côté, on a choisi l'UP de Limoges avec des plaques Céliane, que vous pouvez voir. Une nomenclature très simple, par contre une diversité de produits assez importante. Et donc comment on faisait maintenant, après comment on l'a appliqué, comment on faisait avant? En gros, on planifiait nos BSC avec MRP et les appros avec MRP et nos super classes A en flux tiré lissé. Et bien avec DDMRP, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des buffers sur notre production et sur nos stocks de matières premières et de composants. D'accord, donc avant, il y avait les prévisions qui descendaient, toutes les divisions et toute la distribution, qui arrivaient devant l'usine, qui était en flux tiré lissé, et puis les prévisions sautaient l'usine et se retrouvaient à tirer les flux côté fournisseur, quoi, tirer les appros. Et en fait, on était toujours décorrélés entre les gestionnaires d'appro et ce qui se passait vraiment dans l'atelier avec la production. Et on y voyait aussi avec des DMRP la façon de réconcilier les 2 mondes. D'accord, donc mise en place, matières premières, produits finis, ok, ça c'est bon. Alors on va pas faire durer le suspense, on va voir directement les résultats, puisque c'est ça qui nous intéresse. Les résultats de ce pilote, ça donnait quoi? Alors les résultats sont très simples. On a maintenu notre niveau de service à 94%, donc c'était une bonne performance. Par contre, on l'a fait avec moins 20% de stock en moins sur nos références. Et en dernier, surtout sur la partie standardiser les processus, on a eu une adoption unanime de DDMRP, de l'outil Bitwise, via l'ensemble des gestionnaires d'appro et de prod qui ont participé au pilote. Pour tout vous dire, aujourd'hui, ils ne reviendraient pas en arrière avec leur ancien outil. Donc résultat unanime, ce qui a permis derrière de déployer, mais ça on en parlera tout à l'heure. Maintenant, faisons un zoom sur Limoges. Alors, on va faire un petit zoom sur Limoges. Alors, sur Limoges, là, vous voyez donc nos produits finis, notre période de référence à l'automne 2020. Donc, on n'avait pas encore des DMRP. Ouais. Vous voyez en abscisse le stock et en ordonnée le niveau de service. Et donc, une fois qu'on a appuyé sur le bouton au mois de janvier, qu'est-ce qui s'est passé? J'appuie sur le bouton, et hop, c'est bon, ça bouge. Voilà, le niveau de service maîtrisé, par contre, avec un niveau de stock beaucoup moins important que ce qu'on avait pu connaître à l'automne. Et donc, en conclusion, on voit bien la différence entre dans la zone de référence et puis pour le pilote. C'est ça, Yannick? Exactement, c'est assez visuel. Donc là, c'est les petites bulles. Donc ça, c'est... du côté de Limoges, on est sur des bulles, sur une approche un peu plus classique. Eric, tu as des courbes, toi, hein? Voilà, j'ai des courbes, mais sur Antibes aussi, ça a très très bien marché. Là, vous voyez l'évolution du stock sur le périmètre du pilote. Donc 43 références de produits finis qu'on a gérés intégralement avec des DMRP dans l'outil Bitwise. Donc en bleu, vous voyez l'évolution du stock, et en rouge, en bas, vous voyez l'évolution des backorders. On voit bien visuellement que le pilote et DDMRP nous a apporté une stabilisation du stock. On avait un phénomène de vague qu'on connaît tous, j'imagine, et d'amplification auparavant, et on a réussi, grâce à l'outil et grâce à la méthodologie des DDMRP, à stabiliser notre stock
à partir d'avril sur une période de 2 mois. Alors ça, c'est le premier enseignement du pilote, c'est la stabilisation du flux et du stock. Le deuxième enseignement, c'est que cette stabilisation, j'ai pu la prévoir. C'est-à-dire que quand, après le début du pilote, notre stock a baissé, on est descendu au point numéro 2 très très bas, et là j'ai fait ma petite analyse dans Bitwise, j'ai regardé mon stock moyen, et j'ai annoncé qu'on était trop bas, et j'ai dit on va remonter un petit peu, mais pas énormément. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand on est arrivé quelques jours plus tard au niveau de stock en point 3, j'ai annoncé à toutes les équipes et à Yannick, je l'ai appelé, je fais attention, là on est là où on devait être, on va y rester. J'ai annoncé, donc c'est vraiment la prédictabilité, le contrôle que Demand Driven va nous apporter, qui est une force de l'outil, puisque vous voyez que pendant 2 mois ensuite, on est resté dans un corridor de stock autour de 3000 pièces. Et cette prédictabilité, c'est un vrai point fort, parce que ça donne beaucoup de contrôle à nos flux et à nos stocks de matières premières, donc c'est vraiment important. On voit que pendant toute cette période de stabilisation, on n'a pas non plus de backorder, on le voit bien en rouge, ce qui fait qu'on avait un niveau de service qui était bien au-dessus de notre cible, donc pendant cette période, ça a très bien marché. Donc là, on a des courbes plutôt classiques, on a tous l'habitude de travailler avec ce type de courbes. Avec des DMRP, on a une approche un peu plus visuelle. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer là, toutes ces couleurs? Ouf, il y en a beaucoup. Alors là, voilà, on est en langage DDMRP. On ne parle plus de stock, on ne parle plus de backorder, on parle de santé de flux. Santé de flux avec des couleurs qu'on connaît tous, hein, rouge, jaune, pas très bien. Vert, on est dans le corridor de stock dont je parlais tout à l'heure. Et bleu, on est en surstock. On voit bien qu'au début du pilote, on avait un nombre de références, c'est toujours les mêmes 43 références que tout à l'heure. On avait un nombre de références en surstock très important, environ 30 ou 32. On a réussi durant le pilote à réduire ce nombre de références à 10 en surstock, ce qui signifie que pendant le pilote, on n'a pas produit quelque chose dont on n'avait pas besoin. On n'a pas produit, l'outil nous envoyait le bon signal, et on a donc réduit ce surstock. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on me demande souvent, est-ce que vous arrivez à gérer les crises avec Demand Driven? Si vous regardez le rouge et le jaune, on voit bien qu'il y a une relation directe entre mes backorders, mes problèmes au niveau de service, en semaine 8 et en semaine 22, et mes santé de buffer qui se dégradent. Donc l'outil nous envoie le bon signal et nous explique, nous aide à gérer les crises également, et à réduire le surstock. Donc il y a les deux, on ne plante pas une usine avec Demand Driven, mais en revanche, ça ne nous empêche pas d'avoir des crises. Oui, bah alors c'est pas magique. Ça nous aide à les gérer, c'est pas magique. Oui, ok, bah, très bien, très bien. On a vu des courbes, on a vu des chiffres, donc là on est sur tout cet aspect quantitatif. Maintenant, vous avez beaucoup insisté sur l'aspect qualitatif. Comment les planificateurs ont réagi en fait par rapport à la mise en place de cette nouvelle méthode? Une adoption unanime, comme on l'a dit tout à l'heure. Et en fait, avant, ça les obligeait à faire des analyses un peu en dehors de l'ERP, de leurs outils pour essayer d'être un peu plus juste sur ce qu'il fallait lancer. Aujourd'hui, des DMRP nous le prémâchent et nous le donnent immédiatement. Bon, mais le mieux, c'est de parler directement. Donc, on a Sylvie qui va nous expliquer tout ça en quelques mots. Est très intuitif et bien adapté à l'opérationnel. Je m'appelle Sylvie, je travaille en tant que gestionnaire d'approvisionnement au sein de l'entreprise Legrand et j'utilise la nouvelle application DDMRP depuis quelques mois. La vie aujourd'hui avec Bitwise est simplifiée, nous listons dans le temps nos stocks et nous évitons ainsi les ruptures au niveau production. C'est un outil qui permet de gérer nos approvisionnements de façon plus pointue au quotidien avec des analyses rapides, précises, que nous n'avions pas forcément dans l'ancien outil. Auparavant, le MRP déclenchait des demandes d'approvisionnement basées sur des prévisions avec des calculs de délai. Ça change complètement la donne et nous n'avons plus du tout la même façon de travailler. C'est un gain de temps,
puisque ça me libère de la disponibilité pour mes tâches quotidiennes. Personnellement, je trouve que cet outil est bien adapté à tout ce qui est opérationnel. C'est un outil intuitif, clairement très bénéfique. Waouh, c'est top. Alors, vous avez fait un travail extraordinaire. Bon, là on a vu les résultats, mais moi, j'aimerais bien savoir vos secrets. Comment est-ce que vous avez réussi à obtenir ces résultats? Donc, on le sait tous, hein, Legrand, c'est une entreprise qui est au niveau de l'excellence opérationnelle, qui est au top. Legrand, c'est le lean management appliqué dans toutes les usines. Les usines sont exceptionnellement bien rangées, tout ce qu'on connaît du lean. Et donc, comment est-ce que vous avez réussi à rentrer ce niveau de maturité en lean très très élevé, en supply chain aussi très très élevé, avec cette nouvelle méthode qui rentre, qui rentre dans ces flux-là? Alors, on va zoomer sur chacun de ces points-là. Eric, comment est-ce que vous avez réussi à faire fonctionner le flux tiré lissé avec des DMRP? Ça a été un vrai point de discussion. Comment faire cohabiter un système qui est historiquement bien implanté sur nos usines depuis 10 ans, le Lean, le flux tiré lissé, et Demand Driven avec Bitwise. Donc c'est une vraie discussion qu'on a eue dans nos ateliers préparatoires pour faire cohabiter et fonctionner les deux systèmes en parallèle. Alors, avant, on avait des flux tirés lissés sur les classes A qui fonctionnaient bien. La grosse cavalerie, ça marchait très très bien. Et on avait des classes B et C qui fonctionnaient en MRP classique. Et là, ça fonctionnait beaucoup moins bien. On avait un niveau de service bas et puis le stock en vague que je vous montrais tout à l'heure. Donc on a pris très vite la décision de garder nos flux tirés lissés, mais d'utiliser Bitwise et des DMRP sur toutes les classes B et C. Et il y en avait beaucoup parce qu'évidemment, c'est 80% de nos références, pas en volume, mais en nombre. Et ça nous a apporté toute la puissance de DDMRP tout en gardant le bénéfice des flux tirés lissés dans nos usines. Et donc ça nous a permis avec cette décision de faire cohabiter, de faire fonctionner les deux systèmes et d'avoir un système qui marchait bien pour nos classes A et un système qui marchait bien pour nos classes B et C également. Et c'était vraiment assez puissant de faire ce choix et ça nous a permis de progresser énormément. Donc ça c'est super sur le zoom de l'usine en fait, hein, dans la gestion des flux. Maintenant, vous n'avez pas une capacité infinie comme chacun d'entre nous. Hein, comment est-ce que tu gères cette partie capacitaire justement? J'imagine que la contrainte capacitaire parlera à certains d'entre vous. Je vois des têtes qui hochent. Alors effectivement, on a sur nos usines une capacité finie, bien évidemment, avec des ateliers qui utilisent beaucoup de machines et également beaucoup d'opérateurs. Donc il a fallu faire fonctionner un système qui va nous faire des recommandations en capacité infinie. Comment refléter notre capacité. Alors là, on a utilisé la priorité relative, qui est un vrai concept de Demand Driven, et qui, avec un algorithme, avec des calculs assez faciles, mais que l'outil, bien évidemment, fait pour nous permet, à partir d'une recommandation nette, en capacité non finie, nous permet de calculer immédiatement les recommandations en capacité finie. On voit bien là sur l'écran, donc c'est un print screen de Bitwise. Le besoin net recommandé par l'outil aujourd'hui, c'est 3600 pièces. Et il a suffi de rentrer en 2 clics notre capacité sur cette ressource de 2000 pour que l'outil nous calcule automatiquement, selon la méthodologie de Demand Driven, quelles seraient les recommandations avec une capacité finie de 2000 pièces. Et ça en 3 clics. Donc ça nous a beaucoup aidé parce que du coup ça permet de lancer vraiment les OF dont on a le plus besoin selon l'algorithme et selon la méthodologie des DMRP. Et ça a participé à éviter de produire des références dont on n'avait pas besoin. C'est le stock bleu que je montrais tout à l'heure. Et l'utilisation de la priorité relative, c'est une vraie force de l'outil et de Demand Driven. Et quand tu dis on n'a pas produit des références dont on n'avait pas besoin, ça a quoi comme impact en termes de capacité disponible justement? Forcément, ça nous permet d'utiliser la capacité pour les références dont on a vraiment besoin. Et c'est un cercle vertueux qui fait qu'on ne produit pas des références en bleu,
Et on produit des références qui nous permettent de gérer au mieux la crise. Donc il y a une vraie valeur ajoutée et c'est vraiment assez impressionnant. Donc on a vu la partie atelier, hein, le flux tiré lissé. On a vu comment est-ce qu'on justement dimensionnait le capacitaire de chacune des lignes. Maintenant, il y a des décisions tactiques et des décisions stratégiques qui vont impacter le capacitaire. Et alors, comment est-ce que vous faites pour communiquer entre ces décisions de pic, hein, plan industriel et commercial, et les rendre opérationnelles, justement? Donc, dit autrement, comment on va traduire nos décisions pic dans le modèle des DMRP, dans l'outil B2Wise. Donc, on a deux solutions. Donc, des zones d'anticipation, c'est le graphe avec la belle zone noire que vous voyez au-dessus, et en dessous, la gestion des calendriers. Par rapport à la première, on va se focaliser sur des besoins promotionnels qui sont bien identifiés, une maintenance machine, un arrêt machine programmé. Et on va dire à l'outil, ben voilà, aujourd'hui tu pars de zéro et puis je veux que dans un mois, 2 mois, je sois à 10 000, 20 000, 30 000 pièces. Et donc il va faire en sorte de lisser cette charge sur la période et faire en sorte d'avoir les 10 000, 20 000 pièces à la date voulue. Notre buffer, lui qui sert le flux routinier, continue à vivre au-dessus de cette zone noire. L'avantage aussi, c'est que vous voyez, c'est très visuel. On sait pourquoi on semble avoir beaucoup de stock sur cette référence. Mais en fait, oui, on a beaucoup de stock, mais c'est un stock choisi parce qu'on a un besoin qui est bien identifié. La deuxième, la gestion des calendriers. Donc typiquement, ça va être pour passer les fermetures usines, hein, le mois d'août, Noël et d'autres. Comment on va faire? Comment on faisait avant? En final, on souhaitait bien anticiper un niveau de stock pour passer le mois d'août à plus 10, plus 15, plus 20 jours. Mais on allait se focaliser uniquement sur nos super classes A. Ce que va faire des DMRP, c'est vraiment une force, c'est qu'il descend vraiment à toutes les références et il va modifier chaque buffer pour pouvoir les monter en puissance et avoir le bon stock au bon moment pour passer la fermeture. Si vous avez une référence qui est déjà en surstock, le buffer monte, le flux est toujours dans le vert, voire au-dessus, il ne se passera rien. Et donc c'est là, en gros, c'est vraiment fait de manière très intelligente et on a fini le mois d'août cet été avec un niveau de service sur ce périmètre pilote jamais atteint. Donc tu veux dire que ça permet de partir en vacances tranquille, hein, c'est ça? Sereinement. Bon, ça c'est un argument. Ça. Alors, on a vu maintenant donc, la partie tactique, stratégique, hein, le plan industriel et commercial, comment est-ce qu'on rend ces décisions opérationnelles. Et puis derrière, on va connecter tout ça avec les fournisseurs. Comment est-ce que les fournisseurs vont s'aligner avec toutes ces décisions? Alors, avec des DMRP, on a modifié la façon de travailler de nos gestionnaires d'appro, et notamment au niveau, déjà, des lancements d'ordre d'achat, mais je pense que tout le monde l'a compris, mais aussi au niveau des relances fournisseurs. Comment on faisait avant? Nos relances fournisseurs étaient liées à la date de réception initiale de la commande et en gros on priorisait les retards. Seulement les retards, quand on regarde ce qui se passe entre le moment où on a passé la commande et le moment où on doit recevoir les produits, donc sur les appros on a régulièrement souvent des lead time assez longs, ça va de 20 jours, 50, 60 voire au-delà. La demande, il peut se passer beaucoup de choses entre-temps. Et donc la priorité d'hier n'est pas forcément la même que la priorité d'aujourd'hui. Et donc nos relances ne vont plus se faire sur les dates de retard, de réception de commande, mais sur ce qu'on appelle dans l'outil et dans des DMRP les alertes d'exécution, c'est-à-dire qu'à la semaine, on va regarder nos références dont le stock souffre. Donc c'est les rouges que vous voyez sur la colonne de gauche. C'est celles-ci qui nous font besoin à l'instant T. Et donc on va prioriser avec notre fournisseur ces références-là. Parce que c'est notre backorder au niveau des appros. Et c'est notre nouvelle façon de gérer les priorités. Et ça nous aide vraiment pour avoir beaucoup moins de manquants dans l'usine. Et puis les fournisseurs n'ont pas une capacité infinie non plus. Donc leur prioriser les commandes par rapport à notre vrai besoin, c'est du gagnant-gagnant. Vous continuez quand même à suivre les dates de livraison ou vous êtes que sur cette partie rouge? Alors, on les suit, oui, parce qu'il faut au-delà des rouges, des jaunes
on va continuer à regarder un peu les dates de livraison. Et puis surtout, on va aussi les recaler pour ne pas pénaliser le fournisseur qui, dans nos KPI où les fournisseurs sont notés par rapport au respect des dates de livraison, c'est quelque chose qu'on regarde, qu'on va rebouger en fonction des priorités qu'on leur donne. Bon. Ils nous ont partagé tous leurs secrets. Hein. Donc, on sait les résultats qu'ils ont atteints. On a vu tous leurs secrets. Vous en avez gardé quelques-uns ou pas? Vous avez tout dit? Je pense qu'après le pilote, maintenant qu'on va déployer globalement la méthode, on aura sûrement des choses à apprendre encore. Donc, on pourra revenir l'année prochaine. Donc là, le déploiement, c'est un déploiement de quel ordre? Alors, on commence par un périmètre français sur nos 20 sites de production. Et puis ensuite, sur les années prochaines, on espère aussi utiliser la méthode sur nos sites étrangers. Donc on compte vraiment, au niveau groupe, déployer la méthodologie des DMRP. Ça, c'est une belle aventure qui commence. Bon, on arrive vers la fin de cette conférence. Si vous aviez... qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant de démarrer cette aventure? Yannick? Ouais. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise « Ne t'inquiète pas, pour le projet, ça va cartonner ». Et au final, ça a été un vrai succès. Eric? Moi, j'aurais surtout aimé qu'on parle de DDMRP un peu plus tôt dans ma carrière, parce que ça mettait sur papier beaucoup d'idées et de croyances que j'avais sur la supply chain. Donc si on m'avait parlé il y a quelques années de DDMRP, j'aurais peut-être mieux géré le bullwhip ou les crises, et je pense que vraiment j'aurais aimé vous rencontrer un peu avant. Bon, mais là c'est bon, tu es sur la rampe de lancement, tu vas faire un super projet. Yannick? Ouais, il faut voir aussi que pour nous, DDMRP, ça a été la façon de réunir tous les concepts lean, donc on appelle le grand way chez nous, chez Legrand, qui était focalisé, très lean manufacturing. Ça a permis de les prendre et en fait de les adapter à l'ensemble de la supply chain. Ça a été vraiment un vrai succès. On peut leur dire bravo, là, on peut les applaudir, hein, bravo. Et donc là, on est dans les temps, Maxime, c'est bon? Donc, si vous avez des questions, il nous reste encore quelques minutes. Voilà. Écoute, peut-être que tu veux gérer la phase de questions. C'est vrai que ce type de témoignage en génère toujours un petit peu de curiosité, alors que vos questions s'adressent d'ailleurs à Legrand ou à Bitwise. Il ne faut pas hésiter. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Il y en a une. Il y a quelqu'un qui a mis. Non, c'est bon, il y a quelqu'un qui a mis. Ah, super. Bonjour messieurs. Vous avez évoqué très rapidement la gestion en fait, de vos clients en termes de demande. Comment faites-vous si un de vos clients vous annonce qu'il y a une promotion qui arrive dans un mois pour gérer avec votre outil? Merci. Au niveau des promotions ou des big spikes, on va dire une commande exceptionnelle, c'est sûr que si on le sait la veille pour le lendemain, DDMRP ne fera pas des miracles. Donc si on le sait un mois à l'avance, c'est toujours mieux que rien. Et donc à ce moment-là, on appliquera la zone noire telle qu'on vous l'a montré. On va dire aujourd'hui j'en ai 0 et puis je veux dans un mois 10 000 pièces qui correspondent donc à cette commande client. Et puis mon lancement d'ordre de fabrication va se lisser sur le mois en cours et après à nous de mettre la capacité pour pouvoir le faire. Et cette notion de grosse commande, en fait, c'est intégré dans le mode de fonctionnement de DDMRP, où on va regarder dans un horizon lointain pour anticiper ces grosses commandes. Et par contre, toutes les petites commandes qui sont au quotidien, celles-là, en fait, c'est intégré dans la taille du buffer. Et comme c'est intégré dans la taille du buffer, quand les petites commandes bougent, parce qu'il y a toujours des clients qui veulent un peu être livrés un peu plus avance, un peu plus en retard, et donc, quand ça bouge, le planning, lui, ne change pas. Et c'est ça qui est vraiment bien, c'est d'avoir un planning qui est stabilisé. Eric, tu peux peut-être nous parler de ce planning stabilisé? Forcément, si on a une consommation moyenne journalière de 10 et qu'on a une commande le lendemain de 1000, c'est ce que disait Yannick, ça ne marchera jamais, quel que soit le modèle. En revanche, on a, avec les zones d'anticipation et le fait qu'on prend en compte dans le calcul de recommandation du besoin ces pics de commandes,
pour déclencher. Ça nous permet d'activer un petit peu plus tôt les déclenchements d'OF. Et c'est ça qui nous permet de mieux gérer les promotions et les grosses commandes. Après, il n'y a pas de magie et je pense que... Voilà. Super, merci pour cette question. Oui, il y a une autre question, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous définissez les buffers du coup, de matières premières et de stock de produits finis? Alors, est-ce que vous pouvez répéter On la n'a question? On rien n'a pas entendu. bien entendu. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous définissez les quantités et les valeurs de buffers de matières premières et de stock de produits finis, s'il vous plaît? Alors le calcul il y a différents types de buffers avec un calcul différent. Le choix qu'on a fait, c'est de classifier nos références selon la fréquence de mouvement, de sortie. Ça, c'est un choix, on peut en faire un autre. Et à partir de cette segmentation de références, on a défini des calculs de buffers. Alors, on ne va pas donner le détail de toutes les zones, mais la zone rouge dépend du facteur de variabilité, du facteur de délai et de la consommation moyenne journalière. La zone jaune dépend du délai et de la consommation moyenne journalière. Et la zone verte, c'est notre minimum order quantity. Et c'est vraiment les paramètres qui, avec des calculs très simples, il faut d'ailleurs, du coup, il faut suivre la formation demand driven. Avec des calculs très simples, ça permet de dimensionner les buffers. Mais dans les calculs, il n'y a pas de racine carrée, il n'y a pas de cosinus ou de sinus. C'est vraiment des calculs multiplication, addition, soustraction. Enfin, surtout multiplication et addition. Oui, donc c'est très simple et c'est vrai que cette zone rouge, c'est la zone de sécurité. Voilà. Hein, j'ai dit zone, hein, j'ai pas dit stock. Hein, c'est la zone de sécurité. Et la zone verte, c'est vraiment le minimum de commande. Et ça permet dans le modèle de prendre la réalité de ce qu'on connaît de notre supply chain. Yannick, tu voulais rajouter? Oui, par rapport à ce que disait Eric, c'est très simple. Et chaque gestionnaire est capable de comprendre ce qu'il fait, de pourquoi c'est dimensionné de cette manière et pourquoi l'outil propose tel ordre d'achat ou tel OF. Et ça, c'est vraiment une force parce que finalement, tout le monde comprend ce qu'il fait. Alors c'est simple, mais c'est pas simpliste. Là, chez Legrand, le dimensionnement tel qu'on l'a fait, tel qu'il a été dimensionné avec Sitwell dans les ateliers Demand Driven Operating Model, répondait à vos attentes. On a certains clients qui, notamment dans le cadre des pièces de maintenance, où on a vraiment des grosses commandes, des gros pics et beaucoup d'ératicité, le calcul standard normal de DDMRP atteint ses limites. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va prendre des modèles de predictive analytics, on va faire des simulations Monte Carlo, on va prendre du machine learning, on va prendre de l'intelligence artificielle pour nous aider à dimensionner les buffers et surtout la zone rouge qui va nous permettre d'amortir ces gros pics de commandes et cette erraticité. Donc, dans le modèle Legrand, et c'est formidable parce que plus on a un modèle simple, plus c'est facile à comprendre, plus les gens peuvent se l'approprier. Ça fonctionne très bien, donc le modèle classique fonctionne. Dans d'autres modèles, plus difficiles, plus compliqués, là on va aller chercher de la puissance de calcul et de la puissance d'analyse pour assurer d'avoir un dimensionnement qui soit en phase avec ce que l'on souhaite du modèle. Oui. Le micro vient vers vous. Bonjour. Si le DDMRP est si puissant, pourquoi il n'est pas si populaire et pourquoi pas toutes les entreprises ne le font pas? Ah, là, ça c'est le point clé. La résistance au changement. Ah oui. 100% des supply chain managers, on a tous connu le MRP, on est allé à l'école, on a appris le MRP, et puis DDMRP, ça n'a que 10 ans. Ça a été inventé, ça a été rendu public en 2011. Donc 10 ans après, on se retrouve avec beaucoup de belles entreprises qui l'ont mis en place. Donc les entreprises qui ont communiqué publiquement sur le DDMRP, on va parler de Biomérieux, de Michelin, de Louis Vuitton, de Rimowa, Air Liquide. Donc ça, c'est des grandes entreprises. Et puis il y en a des centaines d'autres qui ont des tailles plus petites et donc le nom ne vous parlerait pas. Mais vraiment, il y a un gros changement de paradigme qui est en cours. Et comme tout changement de paradigme,
faut des champions, faut des gens qui se mettent sur ce projet et qui enclenchent le changement. Et le changement, c'est difficile. C'est difficile de se remettre en cause sur un mode de fonctionnement historique. J'espère que j'ai répondu à votre question. Est-ce que vous avez des choses à compléter là-dessus? C'est vraiment le changement. J'aurais répondu exactement la même chose de l'autre côté de la barrière. Le plus gros défi, ça a été de changer les habitudes, de changer les fichiers Excel qu'on utilisait, de changer la méthodologie et le raisonnement. Donc je valide complètement. On a une autre question devant, s'il vous plaît. Bonjour, merci de votre présentation. J'aimerais en savoir plus sur la cohabitation flux-tiré des DMRP dont vous parliez. Est-ce que ce sont finalement des flux séparés chez vous, ce qui facilite effectivement cette cohabitation, ou est-ce qu'ils sont mélangés, et si oui, comment est-ce que les opérationnels s'y retrouvent? Alors, il y a effectivement une séparation dont j'ai parlé. Les classes A restent en flux-tiré lissé. Les classes B et C, c'est le vrai changement pour elles. On a néanmoins, même sur les classes A, réussi à intégrer un petit peu de DDMRP, puisque pour alimenter notre outil de lissage sur les classes A, on rentrait auparavant des prévisions. Prévisions sur 8 semaines ou sur une certaine période. Aujourd'hui, ce qu'on rentre dans l'outil de flux-tiré lissé et de Lean, c'est des informations qui viennent de Bitwise. Donc on a même réussi à apporter un peu de demand-driven sur nos flux-tiré lissés, même si on a quand même une séparation entre les A et les B et C. Donc ça reste séparé. Mais on a essayé quand même de progresser même sur les classes A avec demand-driven. C'est tous les lanceurs et tous les shop-stocks qui, eux, sont séparés. Les machines, c'est les mêmes. C'est le flux qui est différent. Oui, et puis avec la partie simulation que vous avez dans Bitwise, vous l'utilisez pour justement vous projeter dans le futur. On fait tourner Bitwise avec nos classes A également, mais on l'utilise pour alimenter notre outil de flux-tiré lissé et non pour déclencher des OF qui n'existent pas dans les flux-tiré lissés d'ailleurs. Mais on utilise le calcul et la projection que demand-driven nous apporte. Merci pour cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Moi, je peux en poser une. Alors, elle sera forcément moins opérationnelle. Je n'ai pas personnellement de problématique de ce type à gérer. Mais par contre, une question de journaliste. Le contexte 2020, on imagine quand même une perturbation à la fois de la production, de la demande. C'était plutôt... ça vous a poussé à faire évoluer vos méthodes ou au contraire ça vous a dit vous êtes dit est-ce le bon moment pour essayer de changer de mindset justement? On a démarré le pilote, tout le monde était chaud donc peu importe le contexte, j'ai envie de dire. Là où DDMRP nous apporte, c'est que dans des situations de crise, en fait, DDMRP va nous donner la priorité de la priorité de la priorité de la priorité. Après, encore une fois, il ne fera pas des miracles. Si on a beaucoup de retard, on aura beaucoup de retard. Le point où le contexte ne nous a vraiment pas aidé, c'est plutôt justement sur nos appros, où la plupart des industriels ont fait des sécurisations au niveau de leurs matières premières. Ça a été aussi le cas chez nous. Et donc, démontrer du quantitatif sur nos appros, ça n'a pas été simple, mais on est confiant pour la suite. Il y a un point quand même particulier, c'est que ce projet, il a été fait à 99% devant un écran. On a tout fait en distanciel par Teams. Je pense que ça parlera à tout le monde, mais on s'est demandé si ça allait passer. Et la réalité, c'est que ça nous a peu freiné et ça nous a permis... alors, on a mis en place des choses comme activer les vidéos, enfin des petites choses que tout le monde a fait pendant cette crise. Mais le distanciel ne nous a pas freiné puisqu'on a pu faire tout le travail préparatoire en 4 mois intégralement à distance. Donc ça n'a pas été un frein. Super.
Merci. Peut-être le temps pour une dernière petite question, mais sinon, de toute façon, Laurent, je suis sûr que tu es, et vous êtes, messieurs, sans doute peut-être disposés à répondre à des questions sur le stand de B2Wise. Tout à fait. Donc le stand B25, on est en haut à droite là-bas. Donc au plaisir d'échanger avec vous. On sera tous les trois présents sur le stand pour continuer ces discussions peut-être en mode plus privé. Merci beaucoup. Encore bravo Yannick et Eric. Merci à tous. Merci. Merci, messieurs.